Cliff était une montagne d'hommes, plus de 2 mètres, plus de 127 kilos, avec une main droite capable de coucher un taureau. Au début des années 1980, Field a affronté Lenny Mseline dans 2 combats courts, violents et sans licence, et les 2 fois, Mseline a été sorti du ring porté par d'autres. Mais avant ces combats sans licence, Cliff Field avait déjà travaillé sur certaines des portes les plus violentes de Londres. Il avait travaillé pour le gangster du sud de Londres Eddie Richardson, dans un monde de boîtes de nuit où les ennuis arrivaient avec des bouteilles cassées, des couteaux, des foules déchaînées et du sang. Il a été poignardé. Il a été emprisonné. Et dans une dernière bagarre, il perdra un œil, et avec lui la vie de combattant qui avait fait sa réputation. C'est l'histoire de la vie de Cliff Field sur les portes, et du déclin tragique d'un homme qu'on croyait autrefois impossible à faire tomber. Avant que Cliff Field ne devienne connu pour ses combats sans licence, brutaux, contre Lenny Mseline, il avait déjà passé des années au milieu de la violence. Pas la violence du ring, pas les règles de Queensberry, la violence des portes. Celle qui arrive sans prévenir, sans gants, et sans personne pour intervenir quand les choses vont trop loin. L'un des récits les plus clairs de ce monde vient de l'ancien videur Ray Hill, qui se souvenait d'avoir travaillé autour de Cliff pendant une nuit sauvage dans un club d'Acton, dans l'ouest de Londres. Le club se trouvait près du commissariat d'Acton, mais cela ne le rendait pas sûr. Au contraire, cela montrait à quel point ces nuits pouvaient devenir folles. Même avec la police tout près, les ennuis arrivaient quand même. Il décrivait l'endroit comme un club toujours au bord du gouffre. Du vendredi au dimanche, cela pouvait virer au meurtre. Les portes étaient tenues par des hommes sérieux, parce qu'il le fallait. Certaines nuits, il y avait 5, 6, parfois 7 videurs au travail. Pas pour la façade, mais parce que tout le monde savait ce qui pouvait arriver dès que l'alcool commençait à couler. Et cette nuit-là, selon Hill, la porte était pleine d'hommes capables de vraiment se défendre. À ce moment-là, Cliff était déjà un homme redoutable. Il avait remporté le titre des Imperial Service de la Royal Navy, puis il était passé professionnel. Ce n'était pas seulement un grand gaillard planté sur une porte. C'était un poids lourd entraîné, avec une main droite qui terminait la plupart des combats, et un menton indestructible. Mais tout cela ne voulait plus dire grand-chose une fois que le club a explosé dans la violence. Parce que ce n'était pas de la boxe. C'était une salle remplie d'hommes qui se frappaient avec tout ce qu'ils pouvaient attraper. Ray se souvenait des signes avant-coureurs, des hommes arrivaient par petits groupes, 2 ici, 1 là, au compte-gouttes. Ils n'entraient pas comme une seule bande évidente, mais se glissaient dans le club jusqu'à ce qu'ils soient assez nombreux à l'intérieur. Et puis c'est parti. La porte a volé, la bagarre a débordé dehors. À l'intérieur, les bouteilles et les verres volaient. Les chaises et les tables se renversaient. Des hommes se faisaient éclater la tête. D'autres se faisaient poignarder. Les videurs essayaient de faire ce que les videurs essaient toujours de faire dans ce genre de situation, sortir la violence du club avant que tout l'endroit ne soit détruit. Mais une fois que c'était parti, c'était hors de contrôle. Il se souvenait qu'un des videurs avait été frappé avec une lourde chope d'une pinte, de l'ancien modèle, en verre épais, le genre qui peut fendre un crâne. Puis Cliff a été touché. Une chope de pinte s'est abattue sur sa tête. Cela aurait mis n'importe qui au sol. Cliff Field est resté debout. Ensuite, les couteaux sont sortis. Selon Hill, Cliff a été poignardé 2 ou 3 fois dans le chaos. À ce stade, la bagarre s'était déplacée dehors, dans la rue, près d'Acton Hill Street. Les hommes qui avaient causé les troubles reculaient, se retournaient encore, ramassaient des objets, lançaient des bouteilles, attrapaient des caisses, cherchant toujours à continuer. Et Cliff, qui saignait abondamment, essayait encore de les atteindre. C'est la partie de l'histoire qui résume Cliff Field. Pas seulement parce qu'il était un dur, mais parce qu'il avait reçu un coup sur la tête, avait été poignardé, était couvert de sang, et avançait quand même.
Une pression constante vers l'avant. Il l'a décrit avec un t-shirt blanc et une veste trempée de sang, avançant avec Dave Griffiths pendant que la bagarre descendait vers le cinéma. Il n'y avait ni cloche, ni arbitre, ni médecin pour arrêter quoi que ce soit à cause d'un œil ouvert. Il n'y avait que des hommes dans la rue, du verre sous les pieds, du sang partout, et Cliff Field qui refusait de tomber, qui avançait, frappait, donnait des coups de tête, envoyait des hommes de l'autre côté de la rue. Pour un homme dont la carrière professionnelle avait été abîmée par les coupures, il y avait là une ironie sombre. Sur le ring, la vue du sang pouvait arrêter le combat. Sur les portes, le sang ne voulait rien dire. Soit on restait debout, soit on sombrait. Cette nuit-là, à Acton, n'a pas rendu Cliff Field célèbre. Ce n'était pas l'un de ces combats pour lesquels les gens achetaient un billet. Il n'y avait pas de fou en train de scander son nom, pas de bourse, pas de titre en jeu, mais cela montrait le monde dans lequel il vivait. Un monde où la réputation comptait, où reculer pouvait inviter encore plus de violence, où les hommes apprenaient à avancer parce que reculer pouvait les faire tuer. Et pour Cliff Field, cette leçon allait compter, parce que plus tard, quand un autre homme s'est avancé vers lui avec un couteau devant un club, Cliff n'a pas attendu de voir jusqu'où cela irait. Après Acton, Cliff Field savait ce qu'une mauvaise nuit sur une porte pouvait devenir. Il avait vu à quelle vitesse un club pouvait basculer. Il avait survécu à cette nuit-là, mais il savait comment une foule pouvait devenir une meute, comment un homme pouvait être frappé avec un verre, poignardé, englouti par des corps, et devoir quand même se battre pour sortir. Alors, quand Cliff s'est retrouvé plus tard face à des ennuis devant un autre club, il ne regardait pas cela comme un homme ordinaire. Il regardait cela comme un videur qui savait ce qu'un couteau pouvait faire. Un grand homme qui comprenait qu'une fois qu'une bande vous tombait dessus, l'hésitation pouvait vous coûter plus que votre fierté. Selon son propre récit, Cliff travaillait pour Joe Sigral, à la sécurité d'un club, quand les ennuis se sont rassemblés dehors. Il a dit qu'il y avait environ 200 hommes là dehors, ivres, en colère, voulant s'en prendre à la porte. Pour la plupart des gens, cela aurait suffi pour reculer, fermer les portes et attendre la police. Mais l'ancien monde des portes ne fonctionnait pas toujours comme ça. On attendait des hommes postés à ces portes qu'ils tiennent la ligne. Si les ennuis arrivaient à l'entrée, ils étaient la barrière. Ils étaient le mur entre la foule dehors et le club derrière eux. Et Cliff Field était bâti comme un mur. Plus de 2 mètres, plus de 127 kilos, ancien champion de boxe de la narine, avec la main droite d'un poids lourd. Au début, selon Cliff, il a fait ce qu'il avait fait pendant la majeure partie de sa vie adulte. Il a utilisé ses mains. 2 hommes se sont avancés. Cliff les a mis au sol, un coup de droite chacun. Bang, bang, rapide, lourd, final. Mais ensuite, la situation a changé. Un autre homme est venu vers lui. Celui-là avait un couteau. Et c'est là que l'épisode d'Acton compte, parce que Cliff Field n'imaginait pas ce qui pouvait arriver si une lame sortait. Il le savait. Il y avait déjà été. Il avait senti le chaos soudain d'hommes qui se refermait sur lui. Il avait été frappé avec du verre. Il avait été poignardé. Il avait vu à quelle vitesse la violence de rue cessait d'être une bagarre pour devenir une question de survie. Alors quand cet homme est venu sur lui avec un couteau, Cliff n'a pas boxé avec lui. Il n'a pas essayé de le gérer. Il n'a pas attendu une ouverture propre. Il a mis tout ce qu'il avait dans son cou. Tout le poids, toute la peur, tout l'instinct d'un homme qui avait appris que, si quelqu'un sort un couteau sur une porte, vous ne pouvez pas vous permettre d'être le second. Le coup a frappé avec une force catastrophique. Cliff a dit plus tard que le visage de l'homme avait semblé se désintégrer. Il est tombé, grièvement blessé, le visage brisé. Et à cet instant, la différence entre la violence du ring et la violence de rue est apparue clairement. Sur le ring, la main droite de Cliff gagnait des combats. Sur les portes,
elle pouvait détruire complètement le visage d'un homme. L'équipe de la porte a réussi à rentrer à l'intérieur avant que la situation n'empire encore davantage. Mais le mal était déjà fait. Le lendemain, Cliff a été arrêté. Il a été inculpé pour coups et blessures graves. Et lorsque l'affaire est arrivée au tribunal, toute la réalité de ce qu'il avait fait a été étalée devant lui. On lui a montré des photos des blessures de l'homme. Cliff a dit qu'il s'était senti malade en les regardant. Ce détail compte, parce que Field ne racontait pas cela comme une vantardise. Il ne riait pas de ce qu'il avait fait. Il ne traitait pas l'homme blessé comme juste un autre corps sur le trottoir. Il semblait sincèrement choqué par le résultat de sa propre force. Son père est venu le voir ensuite et lui a dit qu'il avait eu de la chance. L'homme avait failli mourir, et Cliff le savait. Plus tard, il a dit que, si cet homme était mort, cela l'aurait dévasté. Mais le tribunal devait quand même traiter la violence. En 1978, Cliff Field a été envoyé à Wormwood Scrubs pour 18 mois. Il est sorti en 1979 et a regardé la prison avant de partir. Il s'est dit qu'il n'y reviendrait jamais. Et pendant un temps, on a cru qu'il lui restait encore une dernière remontée. Parce que, de retour à Donstable, sans un sou, en train de boire à Let Bell, Cliff Field allait entendre le nom qui ferait de lui une partie du folklore des durs britanniques. Lenny Henselin. Ce nom Cliff, il a entendu parler de Henselin pour la première fois quand le patron du pub, Johnny Stevens, lui a dit qu'il y avait à Londres un homme qui mettait tout le monde KO. L'argent était bon. Cliff était fauché, alors il a accepté. Selon son propre récit, il était énormément en surpoids quand il a commencé à s'entraîner, autour de 26 stone, et il a dû perdre ce poids très vite, en le suant sur un vélo avec un sac poubelle sous ses vêtements. Les journaux ont adoré la promotion. Ils ont appelé Cliff la montagne humaine. Un article disait que le camp de Henselin avait mis 15 000 livres sur la table, le gagnant prenait tout. C'était peut-être un simple compte-rendu. C'était peut-être l'exagération du monde des combats. Mais dans tous les cas, le résultat a donné du poids à l'histoire. Cliff Field a battu Lenny Henselin. Le premier combat a été court et violent. Lenny est sorti fort, en essayant de l'écraser très tôt. Cliff l'a laissé travailler, l'a laissé brûler sa première charge, puis il a commencé à le toucher. Et ce n'était pas de la boxe propre. Selon Cliff, Henselin lui a donné un coup de tête, alors Cliff lui en a rendu un, plus fort encore. C'était ça, le monde sans licence, rude, laid, et à peine contrôlé. Mais une fois le combat installé, la différence s'est vue. Henselin était dangereux, mais Cliff avait un meilleur cerveau de boxeur, un meilleur timing, et une finition plus lourde. En 5 rounds, Henselin a été arrêté. La revanche est arrivée au début des années 1980. Cliff s'est souvenu qu'il avait croisé Henselin alors qu'il était sorti courir. Lenny était là, en train de fumer une cigarette. Cliff lui a dit qu'il devrait arrêter de fumer. Henselin lui a répondu que cela ne changeait rien. De toute façon, il n'arrivait plus à respirer après 2 rounds. Le deuxième combat a été encore plus net. Cliff a dit qu'il l'avait attrapé avec une combinaison et l'avait mis KO, raide. Il se souvenait que Henselin était resté allongé si longtemps que, pendant un moment, il a cru l'avoir tué. Quand Henselin est revenu à lui, il n'avait même pas l'air de savoir qu'il avait perdu. Mais il n'y a pas eu de rivalité à vie. Plus tard, Cliff est allé à l'appartement de Henselin et il a emmené son propre fils avec lui. Quand le garçon de Henselin a demandé pourquoi Cliff avait frappé son père, Henselin a répondu, « Fils, ne t'en fais pas. On est juste en train de gagner quelques billets. » C'était ça, l'étrange code du monde sans licence. Sauvage sur le ring, civil après. Et pour Cliff Field, ces 2 combats l'ont fait entrer pour toujours dans le folklore britannique des hommes durs.
Mais la réputation ne l'a pas sauvé. Elle l'a seulement rendu plus connu dans le même monde violent qui était déjà en train de le détruire. Puis est arrivée la nuit qui a tout arrêté. En 1984, Cliff Field travaillait au Caesars Palace, près de Luton. Il avait survécu à la boxe professionnelle. Il avait survécu aux portes et au fait d'avoir été poignardé. Il avait battu 2 fois Lenny le Governor Mcelin et avait gagné beaucoup d'argent sur le circuit sans licence. Mais une nuit, à l'intérieur de ce casino, la violence lui a finalement pris quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Selon Cliff, tout a commencé après une dispute avec une barmaid. Il était en colère, tendu, et en traversant l'endroit, il a bousculé un groupe de travelers et leur a dit de s'écarter. Cela a suffi. La situation a tourné instantanément. Cliff en a mis 2 au sol, l'un avec un coup de tête, l'autre avec la main droite qui avait fait tant de dégâts au fil des années. Mais ensuite, un autre homme est arrivé de côté et lui a éclaté un verre en plein œil. Le verre a explosé et, pour la première fois de sa vie, Cliff Field a su qu'il était dans de vrais ennuis. Après avoir perdu son œil, Cliff a dit qu'il était anéanti. Il s'est mis à boire. La carrière de combattant était terminée. Le pouvoir de gagner de l'argent avait disparu. La réputation de dur était toujours là, mais la vie derrière cette réputation s'était effondrée. À ce moment-là, l'alcool était avec lui depuis des années. Depuis les permissions à terre dans la marine, en passant par les pubs, les clubs, les portes et le circuit sans licence. Mais maintenant, cela était devenu quelque chose de plus lourd, quelque chose de plus sombre. L'homme à qui on avait autrefois payé des milliers pour se battre s'est vite retrouvé à faire des travaux de ferraille, puis à lutter, puis à dériver, et finalement à finir dans la rue. Voilà la vraie tragédie de Cliff Field. Après une vie entière à survivre à la violence, au ring, à la marine, aux portes, aux bagarres de rue, aux couteaux et à l'ancien circuit sans licence, c'est un verre brisé dans un casino qui lui a pris la vue d'un œil et mis fin à son temps dans le sport qu'il aimait. Cliff Field est mort en 2010, à l'âge de 67 ans. Mais malgré les difficultés qui sont venues plus tard, il était très aimé de sa famille et de ses amis, et son histoire ne devrait pas être tenue seulement pour sa chute. C'était un homme de la Royal Navy, un champion des services combinés, un poids lourd professionnel qui n'a jamais été ni KO, un partenaire de sparring de Joe Bunier, un homme qui a partagé un ring avec Muhammad Ali lors d'une exhibition, et le combattant qui a battu 2 fois le gouverneur de Londres, Lenny Mcelin. Pas mal pour un gars de don stable.